Papillotement et effet stroboscopique. Partie 2. Approche théorique. Pour mieux comprendre le papillotement et les effets stroboscopiques, nous devons comprendre comment fonctionne l'œil. L'œil se compose de cellules photosensibles appelées bâtonnets et cônes. Les bâtonnets sont très sensibles à la lumière. Ils fonctionnent principalement la nuit ou lorsque la luminosité est faible et se trouvent dans la rétine. Ils sont très sensibles mais relativement lents. Leur plage dynamique est assez faible. Les cônes, par contre, sont utilisés surtout en journée et sont sensibles à la couleur. Les bâtonnets, eux, sont insensibles à la couleur. Les cônes sont sensibles à la couleur verte, rouge et bleue, comme on le voit ici. Leur plage dynamique est très élevée par rapport aux bâtonnets. Ceux-ci se trouvent principalement au centre, autour de la fovea, que l'on voit ici. Ce ne sont pas nos seules cellules, il y en a d'autres, mais nos yeux doivent se concentrer pour régler le contenu de clair et de foncé. Imaginez par exemple que vous marchez à l'extérieur et que vous entrez dans un magasin. Eh bien, le magasin étant sombre, vos yeux doivent donc s'y adapter en sachant passer du clair au foncé. Et inversement, et tout cela rapidement. Cette tâche est effectuée par les bâtonnets. Les cellules ganglionnaires de l'œil sont donc des cellules nerveuses qui traitent toutes les informations de la vision. Les noyaux des cellules ganglionnaires sont situés dans le cerveau. Le cerveau, lui, traduit ces informations en images compréhensibles. Les cônes permettent ce qu'on appelle la vision centrale, la plus précise. On les utilise par exemple pour la lecture. Ils nous permettent aussi de voir les couleurs rouge, verte et bleue. Chaque œil contient environ 100 millions de cellules photosensibles. Beaucoup plus nombreux que les cônes, les bâtonnets représentent 95% des cellules photosensibles situées dans notre rétine. Nous avons 3 types de cellules ganglionnaires, mais nous allons nous concentrer sur 2 cellules. Les cellules ganglionnaires naines, appelées midget, et les cellules ganglionnaires en parasol. La troisième, la bistratifiée, est sans importance pour notre sujet. On devrait en fait considérer les cellules midget et en parasol comme 2 champs récepteurs circulaires. Les midgets sont situés autour de la fovea et les cellules en parasol en périphérie. L'une de ces 2 cellules est active quand l'autre ne l'est pas. Les midgets sont lentes et prolongées. Elles conservent longtemps un état en mémoire. Leur détection est à faible contraste et leur fréquence spatiale est élevée. Si vous avez un objet un peu éloigné, le contraste est perdu parce que les midgets ne peuvent plus le suivre. Les cellules en parasol, par contre, ont un contraste élevé et une basse fréquence spatiale. Cela permet de rendre le contraste plus précis et l'effet de profondeur. Ces 2 cellules différentes sont importantes dans le contraste, dans la fréquence spatiale, ainsi que pour comprendre l'effet du papillotement. La sensibilité ou la sensitivity en anglais. La visibility threshold est la plus petite intensité d'un stimulus nécessaire pour produire une observation. La formule de la profondeur de modulation
MD est la suivante. Il s'agit de la différence entre la luminance maximum et minimum divisée par la somme de ces luminances maximum et minimum. La profondeur de modulation au seuil de visibilité est appelée Visibility Threshold. La sensibilité est l'inverse de la modulation selon la fonction de sensibilité de contraste de fréquence FSC, en anglais Contrast Sensitivity Function. Le pourcentage de papillotement est défini par la formule Flicker Percentage que vous voyez devant vous. La valeur obtenue donne une indication sur l'importance du phénomène de papillotement. Ce pourcentage se base sur la différence entre le rendement minimum et maximum d'une lampe. La valeur obtenue se trouve entre 0 et 100%. L'indice de papillotement, en anglais Flicker Index, compare la surface se situant au-dessus de la moyenne avec la surface totale. La nouvelle version de la norme NBN-EN 12464-1 traitant de l'éclairage des lieux de travail intérieur introduit deux nouveaux paramètres pour ces effets. Il s'agit de l'indicateur de scintillement à court terme, le PST-LM, et la mesure de visibilité stroboscopique, la SVM. Ces deux nouveaux paramètres remplacent l'ancienne profondeur de modulation, MD, que l'on vient de voir, et l'indice de scintillement, FI. Mais il est intéressant de les comprendre afin de comprendre les deux nouveaux paramètres. Les MD et les FI ne fournissent en fait pas de score objectif pour le niveau de scintillement et d'effet stroboscopique tel qu'il est réellement perçu. Une description détaillée des nouvelles méthodes est disponible dans la CEITR 61547-1 version 2020 et dans la CEI TR 63158 version 2018. L'analyse de Fourier. Pour rappel, et en simplifiant au maximum l'analyse de Fourier d'un signal carré. Un signal carré peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux d'amplitude et de fréquences différentes, que l'on appelle des harmoniques. Considérons un signal carré dont l'amplitude crête à crête est égale à 2. Ce signal sera décomposé en série de Fourier en appliquant une formule complexe comprenant des sinus qui ne sera pas développée ici. Je vous la montre uniquement pour info. Grâce à cette formule, on obtient des harmoniques de rang impair que l'on voit à droite en rouge. On y voit que la première harmonique est supérieure à 1. La première harmonique du signal carré, comme on peut voir au début de la formule ici, est de 4A divisé par pi et est en fait égale à 4 sur pi, c'est-à-dire à 1,2732, et dépasse donc la valeur de 1. Les harmoniques suivantes, par contre, sont beaucoup plus faibles et de plus en plus faibles jusqu'à une presque disparition. On constate donc qu'avec une onde carrée, la majeure partie de l'énergie se situe donc dans la première composante de Fourier. Mesure de visibilité stroboscopique. SVM
signifie Stroboscopic Visibility Measure. En français, mesure de visibilité d'effet stroboscopique. L'effet stroboscopique perçu par l'œil peut être quantifié objectivement avec le SVM, dont vous voyez la formule. Cette formule, en bas de la dia, découle de la formule de Minkowski, que vous voyez en haut à gauche. Cm représente l'amplitude de la composante m de Fourier, divisée par sa valeur dc. Tm représente le seuil de visibilité de la forme d'onde sinusoïdale à la fréquence respective. Après avoir appliqué la formule, si la valeur SVM calculée pour une forme d'onde est égale à 1, on considère que le scintillement est juste visible. Si la valeur est supérieure à 1, on considère que le scintillement est visible. Et s'il est inférieur à 1, on considère donc que le scintillement est non visible. Comparons un signal sinusoïdal à gauche avec un signal carré à droite. L'effet stroboscopique perçu par l'œil peut être quantifié objectivement avec le SVM. Mais que se passe-t-il lorsque l'éclairement lumineux reçu est élevé comme pour un bureau où il est de l'ordre de 500 lux ou d'à peine 20 lux pour certains éclairages publics par exemple? Qu'en est-il également lorsque l'onde est purement sinusoïdale ou lorsqu'elle est carrée, ou lorsque sa fréquence est de 100 Hz ou plutôt de 800 Hz? Le module suivant vous donnera les résultats d'études expérimentales faites à ce sujet. Fin de la partie 2. Commencez la partie 3 pour les mesures expérimentales.